puis, comme je vous disais, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue Paul, merci d'être avec nous pour ce talk sur le growth hacking pour les entrepreneurs. Du coup, on a une petite heure ensemble, donc l'idée c'est que tu nous balayes un petit peu les leviers que toi tu as pu repérer dans tes différentes expériences pro. Et puis surtout, comme on a la chance d'être en petit comité, qu'on puisse éventuellement te poser des questions, que tu puisses les illustrer aussi avec les exemples que tu as pu voir et des boîtes que tu as pu accompagner. Et donc, je te laisse la main. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez ou les dire en direct tant qu'on n'est pas trop nombreux, ou les mettre dans le chat si vous êtes plus à l'aise. Et puis, moi, je te les remonterai, Paul, si besoin. Ouais, parfait. Ça va rouiller tout sur mon écran, c'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Donc l'idée de la masterclass, c'était un petit peu c'était de vous parler du growth hacking, mais pas vous parler de cette discipline comme on en parle entre growth hackers qui font que ça toute la journée, mais d'essayer d'adapter le discours au maximum à des problématiques d'entrepreneurs, notamment en manque de temps. On n'a pas forcément d'expertise non plus quand on est entrepreneur sur ces sujets. Donc c'est un peu des quick wins, comment aller à l'essentiel en gros du growth pour générer de la croissance pour sa boîte sans forcément être un expert et un geek invétéré. Donc c'était un peu ça l'objectif. Rapidement, je voulais me présenter pour que vous sachiez un petit peu qui je suis. J'ai étudié pas mal de trucs assez différents. Depuis 3 ans, en gros, je travaille dans l'écosystème startup. Je travaille pour le School Lab, qui est un studio d'innovation, qui a des programmes d'incubation, notamment à la station, avec pas mal de temps passé là-bas. Et où j'ai découvert le growth parce que, à force d'être au contact d'entrepreneurs, je me rendais compte que tous les entrepreneurs avaient des besoins, c'est une évidence, mais pour générer de la croissance. Et moi, j'avais envie d'aider les entrepreneurs, donc je me suis dit que j'allais apprendre à faire du growth. Ça a commencé comme ça. Du coup, je suis devenu Head of Growth au bout d'un an et quelques au School Lab. Ça s'est bien passé parce que les leads entrants avaient triplé quand je me suis spécialisé sur ces sujets. De là, j'avais très envie en fait, d'accompagner des entrepreneurs qui attachaient pas seulement de l'importance à la croissance économique de leur projet, mais qui voulaient éventuellement aussi avoir de l'impact, défendre des valeurs, qui avaient des fortes convictions en gros, qui pouvaient éventuellement un peu mettre à l'épreuve le growth hacking et la mentalité de on va chercher le profit maximum. Du coup, j'ai commencé à travailler pour Creatis, pour le groupe SOS, donc, qui est leader français de l'économie sociale et solidaire. Donc, les enjeux du growth étaient assez différents pour cet incubateur-là et pour cette boîte. C'était assez intéressant du coup, de croiser avec d'autres critères importants pour la croissance de la boîte. C'est là que j'ai fait ma plus grosse perf, je pense, en termes de growth hacking, quand on a fait le recrutement de ce programme d'incubation, parce qu'en 7 jours de campagne, en vérité, c'était plus 10-12 jours, parce qu'il y a eu du paramétrage avant, mais il y a 80 000 euros de chiffre d'affaires qui sont rentrés dans la boîte, donc c'était une grosse performance, c'était ultra intense, j'en parlerai un petit peu, parce que ça peut vous servir aussi en tant qu'entrepreneur. De qu'est-ce que j'ai mis en place et comment ça a marché. Et puis, je suis freelance du coup depuis mars 2022, j'ai donné principalement ces derniers temps des cours en master dans une dizaine d'écoles à Paris sur des sujets de marketing digital, de growth hacking et d'entrepreneuriat. J'ai des clients type startup pour qui je fais du growth et maintenant des PME aussi pour qui je fais du conseil stratégique. Je produis des vidéos de formation aussi pour une boîte de growth et donc ça fait depuis mars et j'ai utilisé beaucoup le growth évidemment pour mon activité de freelance. Mes revenus mensuels ils ont été multipliés par 2,4 du coup depuis mars, donc c'est une bonne croissance et je vais probablement me structurer en entreprise du coup pour pouvoir dépasser ce plafond d'auto-entrepreneur. Et je ne suis pas millionnaire, mais par contre mes contenus ont généré plus d'1 million de vues du coup sur ces 3 dernières années. Parce que je fais aussi beaucoup de contenu sur LinkedIn, beaucoup d'articles de SEO, beaucoup de lead magnets. Il y a pas mal de choses qui circulent que j'ai produites. Et donc j'ai aussi une forte appétence pour la création de contenu, j'en parlerai aussi autour du growth hacking. Du coup, on va démarrer sur ce que c'est le growth hacking. Je pense que vous avez tous à peu près identifié ce que c'est. En gros, ça repose sur 3 piliers. Le marketing, la psychologie, donc comment est-ce qu'on peut utiliser notamment des leviers d'influence pour faire en sorte qu'un prospect devienne client. La data et l'expérimentation, ça je vais pas mal en parler parce que pour moi c'est presque le levier principal de progression et d'itération du coup en gros, c'est l'amélioration de vos performances. Et puis on parlera aussi bien sûr des outils d'automatisation. Je vous ai fait une petite fiche un peu de ce que je recommande, que je préfère. Puis à la croisée de tout ça, il y a le Lean Startup, donc une méthode d'innovation qui est itérative et qui va constamment confronter vos idées au marché, aux clients pour voir ce qui marche.
les techniques de marketing sur lesquelles je vais revenir, et puis l'optimisation des taux de conversion, ça c'est un peu l'essence même du growth hacking. Tac. Et du coup, c'est intéressant de savoir ce que c'est un growth hacker et ce sur quoi il peut agir pour générer de la croissance. Donc là, c'est un peu, quand on parle de growth hacking, en gros, c'est ça le scope. C'est du contenu, c'est de l'emailing, c'est de la data, de l'analyse de données. D'ailleurs, l'analyse de données, la data, c'est vraiment le truc transversal à toutes les tâches et à tout ce que fait le growth. La publicité payante sur les réseaux sociaux, le marketing de recherche, donc que ce soit du SEO, de l'optimisation sur des mots-clés Google ou alors du SEA si vous faites de la pub avec Google AdWords, du contenu sur les réseaux sociaux en organique, et puis du e-commerce si vous avez un site web dédié à la vente, que vous vendez intégralement en ligne. Il y a plein de techniques d'optimisation que les growth utilisent pour améliorer les conversions de leur site. Donc ça, c'est un peu ce que vous pouvez activer et espérer, enfin, ce que vous avez comme potentiel pour générer de la croissance. Après, une fois qu'on a compris ça, c'est intéressant de se demander est-ce que je peux faire du growth hacking ou pas? En effet, toutes les boîtes ne sont pas forcément adaptées au growth, c'est une question de maturité. En fonction de la maturité que vous allez avoir, vos stratégies vont être plus ou moins élaborées, plus ou moins efficaces. Il y a une question que vous pouvez poser d'ores et déjà à vos utilisateurs, c'est si vos produits ou vos services disparaissaient, est-ce que tu serais ultra déçu, moyennement déçu ou pas du tout? Si plus de 40%, on dit souvent, hein, si plus de 40% de vos clients sont très déçus de la disparition de votre produit ou de votre service, c'est que vous avez un market fit, c'est que votre produit répond vraiment à une demande. Tant que vous n'avez pas ça, ça ne sert pas forcément de faire du growth parce que vous allez pédaler en fait dans la semoule. C'est comme si vous passiez la cinquième vitesse alors qu'il n'y a pas d'essence dans le moteur, donc il ne va rien se passer. Et du coup, ce test-là est très bien, puis c'est très rassurant pour un entrepreneur. Souvent, ce contre quoi on se bat quand on entreprend, c'est l'incertitude, c'est est-ce que mon produit plaît ou pas, est-ce que je vais pouvoir générer du chiffre d'affaires, de la croissance? Souvent, la réponse, elle n'est pas dans sa tête, elle est dans avoir tes clients et tes utilisateurs, c'est eux qui te le diront. Et du coup, ce test est pas mal pour savoir si le growth hacking peut être pertinent pour vous. Donc, je vous recommande de le tester. Et du coup, pour savoir ce que vous pouvez espérer en tant qu'entrepreneur du growth hacking et savoir du coup quels seraient les réflexes dont vous allez avoir besoin pour devenir un entrepreneur avec un mindset growth, je vous les ai mis là. Je suis désolé, la presse est en anglais parce que je fais de plus en plus de presse dans des incubateurs internationaux, etc. Et je ne prends plus forcément le temps de tout traduire. Mais en gros, pour moi, il y a 6 étapes vraiment clés sur le growth. La première, c'est bien connaître son early adopter, son persona. C'est la personne que vous avez le plus de chances de convertir. À quoi elle ressemble, c'est quoi ses caractéristiques sociodémographiques, où est-ce que je la trouve, comment je lui parle, comment elle aime qu'on lui parle, quels sont les arguments auxquels elle va être sensible, etc. Ça, c'est ultra important. Parler à vos clients, collecter de la donnée, leur envoyer des questionnaires, être tout le temps en recherche de feedback. Ça, c'est crucial à la fois pour l'entrepreneur, mais aussi pour le growth hacking. C'est vraiment un truc que vous pouvez essayer de systématiser, d'automatiser après chaque interaction avec le client, questionnaire de satisfaction et tout. Ça va vraiment vous permettre d'itérer plus vite. Le deuxième réflexe à avoir, c'est de structurer au maximum sa stratégie. Je vais vous donner un peu une méthode de comment vous pouvez structurer votre strate de croissance et puis de l'adapter à son parcours utilisateur. Souvent, c'est l'utilisateur en fait qui a la réponse à quelle est la stratégie de croissance qui va lui plaire. Et donc, c'est en fonction de lui aussi qu'il faut la créer. Quels sont les canaux d'acquisition, par exemple, que j'utilise pour convertir mon prospect pour attirer du trafic et générer des prospects? Souvent, c'est le prospect en fait, qui a la réponse. C'est quel est le réseau social sur lequel tu te connectes, quels sont les contenus que tu apprécies, les médias que tu consultes. Tout ça, ça vous donne des clés sur les strates de croissance qui vont être adaptées. Le troisième, c'est de garder des stratégies simples quand on est entrepreneur. A priori, vous allez, en fonction de votre niveau de maturité, mais généralement, un entrepreneur qui se lance, il ne peut pas recruter un growth hacker et il doit attendre généralement d'avoir généré du chiffre d'affaires et d'avoir des chiffres d'affaires mensuels récurrents pour recruter quelqu'un en CDI. Donc avant ça, il est obligé de faire lui-même. Et c'est pour ça, le conseil que je vous donne, c'est garder des stratégies qui soient ultra simples, basiques, automatisées au maximum aussi. Aller le plus vite possible sur le marché, vous confronter aux prospects, aux clients. Parce que de toute manière, l'important, c'est pas forcément si vous êtes en lancement, c'est pas forcément de vendre tout de suite, mais au moins de collecter un maximum de feedback pour savoir qu'est-ce qui plaira, qu'est-ce que vous pourrez vendre dans 6 mois quand votre produit sera prêt. Le quatrième, c'est d'essayer à chaque interaction avec le trafic, le prospect, le client, l'ambassadeur de la marque, c'est toujours lui apporter de la valeur. Il n'y a il y a aucune autre manière d'interagir efficacement avec un interlocuteur que en se posant la question de là, je lui envoie un mail de relance. Comment mon mail de relance peut
peut lui apprendre quelque chose qui va l'aider à résoudre sa problématique d'utilisateur. Et ça, c'est vraiment important. C'est comme ça que vous allez craquer les conversions à chacune des étapes du funnel que je vous présenterai après. C'est en vous demandant comment est-ce que je peux concrètement aider mon prospect à répondre à sa problématique. Et c'est vraiment à toutes les étapes, hein, j'insiste, de toutes les étapes et à toutes vos interactions, il faut que ce soit la question centrale. Après, une fois que vous avez répondu à cette question, ce qui va devenir central, c'est votre capacité justement à tester ces idées, à tester vos propositions de valeur, à traquer les comportements utilisateurs, à faire des reporting pour voir ce qui marche pas. Faites-les au moins une fois par semaine, même au lancement, une fois par semaine, se poser sur où est-ce qu'on en est de la connaissance client, qu'est-ce qui a marché comme stratégie ou pas. C'est vraiment ce qui va vous permettre de faire des nouvelles hypothèses et puis de cheminer progressivement vers une strat qui convertira au maximum. Et puis le dernier, c'est automatiser un maximum de tâches. Une fois que vous avez un processus, un process qui fonctionne bien, que vous l'avez testé, que vos taux de conversion sont satisfaisants, posez-vous la question, si c'est plus moi demain qui fais le suivi du client de A à Z, quel outil je peux utiliser pour me remplacer. Ça, on en parlera un petit peu aussi de ces outils. Il y a une réaction, j'entends un micro qui est allumé. Non. Okay, Non, je crois que c'est bon. Du coup, on va reprendre un peu toutes ces bases que j'ai évoquées un peu dans le détail. Donc la première, c'est celle du persona dont je vous ai parlé. Ce personnage, je pense que vous avez déjà vu le canevas de en gros à qui vous vous adressez. Ce canevas, il devient vraiment intéressant et vous l'avez bien rempli en général quand il répond à la question si j'ai 1 heure pour trouver un client, est-ce qu'en lisant ce document, je sais comment faire? Et tant que ce n'est pas le cas, c'est que votre persona est trop vague. Il faut vraiment que ce soit actionnable. En fait, tous ces canevas qu'on vous présente en incubateur, ces méthodes et tout, c'est pas juste pour faire de la théorie et pour s'amuser. Il faut vraiment le connecter au terrain. Et si ça répond à la question la question en 1 heure, je sais comment trouver un client, alors c'est efficace. Du coup, il faut aller vraiment dans le détail, hein. C'est à quelle heure, par exemple, si votre canal d'acquisition c'est LinkedIn, savoir à quelle heure c'est intéressant à quelle heure votre persona se connecte généralement sur LinkedIn. Il y a beaucoup de personas, par exemple, qui se connectent le lundi matin à 9 heures. Ça veut dire que si vous voulez faire une strat, je sais pas, de contenu organique sur LinkedIn, c'est le lundi matin avant, il faut poster le lundi matin à 9 heures pour attirer vos persona. Après, généralement, c'est à la pause déj que les personnes se reconnectent sur LinkedIn. Donc, si vous voulez lui envoyer des messages automatisés de prospection ou de démarchage, vous savez que c'est à cette heure-ci à peu près qu'il faut les paramétrer pour toucher la personne, et ainsi de suite. Il faut vraiment que ce soit concret, même dans un persona. C'est quoi les arguments auxquels il va être sensible, mon persona? Par exemple, si je sais pas si votre client, c'est une boîte qui fait de la sécurisation des données, il y a des arguments qui vont être particulièrement efficaces, comme les serveurs sont tous basés en France, donc tu vas être souverain sur ta donnée. Ça va lui parler. Et c'est vraiment ce type c'est ce à quoi le persona doit amener. Si je dois lui donner l'argument principal pour qu'il devienne mon client, voilà ce que c'est, parce que mon persona est particulièrement sensible à ce sujet. Et ainsi de suite. Donc rendez-les vraiment activables, sinon ça n'a pas d'intérêt. Et c'est là que ça va convertir et générer du client. Et pour ça, je vous parle un petit peu de psychologie. En gros, il y a globalement, quand il est question d'influencer quelqu'un, il y a un peu une bible en marketing, qui est un bouquin qui a été écrit par Cialdini qui s'appelle Influence et manipulation. En gros, il vous dit quels sont les 6 types d'arguments avec lesquels vous pouvez influencer quelqu'un. Et en gros, c'est 6 leviers, c'est ceci. Le premier, c'est la réciprocité. Donc, par exemple, si vous voulez attirer un prospect, en faire un client et que vous lui offrez du contenu gratuit, il va se sentir redevable, donc il y a plus de chances qu'il devienne client. Donc là, attiser la réciprocité, c'est offrir des choses gratuitement. En marketing, ça se fait beaucoup avec les lead magnets. Je sais pas, par exemple, vous faites un article de SEO qui génère du trafic sur votre site. Vous allez avoir des boutons un peu partout où la personne, en l'échange de ses coordonnées, va télécharger un livre blanc sur le sujet. Là, on est clairement dans une dynamique de réciprocité. Je vais t'offrir un livre blanc qui répond à tes problématiques. En échange, tu me donnes ton numéro de téléphone. Et du coup, mon commercial va t'appeler. Donc ça, c'est un levier qui est intéressant. Le deuxième, c'est celui de l'appréciation. Donc c'est votre capacité à vous mettre à la hauteur de votre client. Par exemple, les commerciaux font beaucoup ça. Moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus percutant, c'est quand j'ai quelqu'un qui essaie de me vendre quelque chose au téléphone en lien avec ma problématique et qui me dit qu'il a traversé la même problématique que moi et que justement le produit qu'il essaye de me vendre y a répondu. Là, je me dis, en fait, ça fait du commercial, non pas quelqu'un qui essaie de vous vendre un truc, mais un peu un allié, une sorte de conseiller. En fait, moi aussi, j'ai galéré, j'avais cette problématique.
et il se trouve que le produit que je veux te vendre, il y a répondu me concernant. Donc c'est votre capacité à vous mettre à la hauteur, et il y a plein d'étapes de votre funnel de vente, ça peut être un vrai argument, une vraie force. Le troisième, c'est la preuve sociale. C'est ultra connu, c'est ce qu'on utilise beaucoup quand on fait du referral, de la recommandation, qu'on demande des cas clients, qu'on demande des reviews sur Google, qu'on demande d'être référencé sur des plateformes qui classent des outils, etc. En gros, c'est la preuve sociale. Donc, c'est avoir un maximum de personnes qui disent que votre solution est géniale. Et c'est ce qui va vous différencier de vos concurrents qui auront peut-être moins de personnes, qui auront mis 5 sur 5 à leur outil. Et donc, vous allez être considéré comme meilleur parce que plus de gens vous recommandent. Donc, la preuve sociale, c'est important. Pareil, c'est un truc que vous pouvez utiliser à toutes les étapes. Le quatrième levier, c'est l'autorité. Donc, c'est les doctorats, c'est un influenceur qui dit que votre produit est génial, des personnes de référence, des experts de votre secteur, un journal qui publie un article sur votre produit, etc. Tout ça, ça va faire autorité. C'est pareil, c'est un levier intéressant. Le cinquième, pardon, c'est commitment. Donc, c'est votre capacité à créer de l'engagement. En gros, c'est ce qu'on dit souvent en marketing, c'est qu'il faut 6 à 7 touches avec quelqu'un qui ne vous connaît pas pour qu'il devienne client de votre solution. Donc la question, c'est comment on crée un maximum de touches avec cette personne. Ce qui est intéressant, c'est que plus on a de touches avec quelqu'un, plus on a de chances de le convertir. C'est ça que dit en fait le cinquième principe, le principe de cohérence. Donc c'est pour ça que souvent dans les funnels de growth hacking, on attire la personne sur le site web. Après, on lui demande de remplir un formulaire. Après, elle est inscrite à la newsletter. Dans la newsletter, on l'invite à un webinar. Après le webinar, on lui propose de laisser son numéro de téléphone pour avoir un replay. Après, elle est appelée par le commercial qui va lui demander quelles sont ses problématiques, etc. Et en gros, plus on va avoir de touches avec elle, plus il y a de chances qu'on nous dise en fait, on veut te vendre un produit ou un service, elle accepte. Et le dernier, c'est l'urgence et la rareté. Ça, c'est des petits hacks à trouver, parce que c'est pas toujours le cas, mais par exemple, si nous, c'était facile dans les incubateurs pour lesquels j'ai bossé de faire de l'urgence ou de la rareté, parce qu'on disait, il n'y a que 15 places dans le programme, et tu as encore 48 heures, tu as plus de 48 heures pour déposer ta candidature. Du coup, tout le monde était dans l'urgence et tout le monde voulait absolument déposer. Ça crée un peu un effet boule de neige parce qu'on se dit qu'il y a une sélection, donc que c'est qualitatif, et de deux, qu'il n'y a pas beaucoup de temps pour le faire, donc ça met la pression. On est nombreux, je pense, à faire les trucs à la dernière minute. Mais bon, il y a beaucoup de boîtes pour lesquelles c'est difficile. Il faut trouver un peu des manières de quand même utiliser ce truc. Ça peut être par exemple de dire, donc vous devez relancer un prospect. Je sais pas, vous êtes début septembre, vous allez lui écrire par email, lui dire en fait, si tu veux qu'on fasse la mission ensemble et qu'on collabore, sache qu'il ne reste plus qu'une place, on peut accompagner plus qu'une seule entreprise sur ce sujet. Donc dépêche-toi de te décider parce que sinon l'opportunité va passer à quelqu'un d'autre. Il faut essayer d'agiter la FOMO. Posez-vous la question à chacune de vos interactions, comment vous pouvez mettre ça en place. Mais voilà, dire en fait on a trop de clients, donc dépêche-toi de te décider, sinon on ne pourra pas bosser ensemble. C'est pas mal, puis ça renvoie une bonne image de marque, ça veut dire que vous avez du monde qui vous commande. Donc voilà, ces leviers sont intéressants, je les utilise beaucoup, donc je vous les recommande. Après, en growth, ça c'est vraiment le Canva que tout le monde utilise. Pour faire du growth hacking, c'est ce qui permet de structurer votre stratégie. Donc en 5 étapes, l'acquisition, en gros, c'est comment vous êtes vu par un maximum de personnes. L'activation, c'est comment vous faites en sorte qu'un maximum de personnes vous laissent leurs coordonnées. La partie revenu, c'est comment vous faites en sorte qu'un maximum de ces prospects dont vous avez les coordonnées deviennent clients. Qu'est-ce qu'on leur envoie? Comment on les appelle? Est-ce qu'on fait de la visio? C'est quoi la proposition de valeur de nos appels? Souvent, un hack qui est pas mal, c'est plutôt que de dire en fait on veut vous vendre un produit ou un service, c'est de dire on va faire un audit de votre stratégie, on va vous proposer un coaching gratuit, etc. Et du coup, la personne est moins dans ils vont essayer de me vendre un produit ou un service, mais plus dans en fait ils vont m'apprendre quelque chose, ils vont me former et c'est gratuit. Et d'ailleurs, c'est ça c'est comme ça qu'on vend bien un produit ou un service. C'est vraiment dans cette posture de je conseille mon prospect, mon client, je vais l'éduquer, l'élever à ma solution, lui apporter des solutions concrètes à sa problématique. Du coup, il n'a pas l'impression qu'on lui vend un truc, il a l'impression qu'on veut l'aider en fait. Ça, c'est important. C'est vraiment plus une logique de collaboration que de commercialisation. La quatrième étape, celle de la rétention, c'est votre client a acheté le produit ou le service. Maintenant, il le découvre. Maintenant, il le découvre et la question, c'est est-ce que la promesse que vous lui avez faite, elle est fidèle au produit ou au service qu'il est en train de découvrir. À cette étape-là, en vrai, il y a souvent des crashs et surtout quand on se lance, il faut faire ultra gaffe. C'est pour ça que ma présentation va surtout s'intéresser à la rétention au référent, à comment est-ce qu'on crée un produit, un service
Enfin, comment est-ce qu'une fois qu'on a vendu, on s'assure que le client est satisfait? C'est ultra important parce que si le client n'est pas satisfait, il ne revient pas. Donc, vous perdez tout l'argent que vous avez dépensé pour l'acquérir. En gros, bah, c'est niet. Vous avez réussi à vendre votre produit, mais en fait, comme le client ne reste pas, bah, ça veut dire que le produit n'est pas bon. Du coup, il ne devient pas ambassadeur, donc vous n'activez pas le bouche à oreille. Et il faut savoir que dans les entreprises qui sont douées en rétention, en gros, 35% de leur chiffre d'affaires vient de clients qui recommandent, qui continuent à utiliser le produit ou le service. Et 40% du chiffre d'affaires de votre boîte peut venir de clients qui font du bouche à oreille et qui disent le produit ou le service est génial. Donc en fait, ces deux étapes du funnel, elles sont ultra négligées malheureusement parce que tout le monde se focalise sur l'acquisition, alors qu'une fois qu'elle tourne, ben, pour vous, c'est satisfaisant parce que votre produit ou votre service, il répond à la promesse et c'est quand même votre objectif en tant qu'entrepreneur. En plus de ça, bah, toute votre croissance peut être structurée uniquement sur retenir des clients et faire en sorte qu'ils deviennent ambassadeurs de la marque. Et posez-vous ces questions, du coup, celles que j'ai dites dans le triangle. Demandez-vous bah, qu'est-ce que vous faites à chacune de ces étapes-là. Et vous allez peut-être vous rendre compte que vous ne faites rien justement pour faire des ambassadeurs, rien du tout pour retenir vos clients, etc. Donc ça peut être intéressant de regarder si il y a des trous dans votre raquette. Et puis l'idée, c'est que ça tourne tout seul. C'est l'idéal, en fait, c'est que un jour, même si c'est un peu théorique, hein, mais c'est un jour, vous n'aurez peut-être plus besoin de faire l'acquisition. Moi, par exemple, là, au début de l'année, quand je me suis lancé, je faisais de l'acquisition. Maintenant, de plus en plus, c'est que du bouche à oreille, c'est que des recommandations, c'est des clients qui ont entendu parler de ce que je fais, qui viennent à moi, etc. Donc, j'ai plus besoin de passer du temps et dépenser de l'argent à aller faire de l'acquisition. Donc, l'idée, c'est que ça s'alimente tout seul, en fait, ce funnel, idéalement, même si c'est jamais complètement possible. Et si vous voulez vraiment accélérer votre croissance, vous êtes obligé de continuer à faire de l'acquisition. Mais ayez quand même une attention particulière à la rétention et au référent. Ça peut vraiment vous faire gagner du temps et des sous. Tac. Après, ce que je disais, l'important pour les entrepreneurs, c'est de garder des stratégies qui soient simples. Donc là, je vous ai mis un peu un exemple de funnel type. C'est un funnel que je pense que c'est celui que moi j'utilise par exemple pour mon activité qu'un seul funnel. Je fais full LinkedIn, où en gros, bon, j'ai une partie post, mais que je suis pas très régulier dans la création de mes contenus. Par contre, j'ai surtout une partie automatisation. En gros, je vais aller cibler les prospects qui m'intéressent, dont je pense qu'ils vont avoir des problématiques auxquelles je vais pouvoir répondre. Et après, j'automatise avec Wallaxy des demandes de connexion à ces prospects, des envois de messages en leur parlant de ce que je fais et en leur proposant de prendre un rendez-vous. Donc, c'est ultra direct. Hein. Moi, c'est une demande de connexion, un message, on prend rendez-vous s'il y a un besoin. Ensuite, pendant le rendez-vous, je vais faire une sorte de présentation commerciale. Et si la personne est intéressée, je lui envoie un email de closing avec le devis et ça se fait comme ça. Du coup, essayez au maximum de garder des stratégies qui soient simples, que vous soyez en B2C ou en B2B. En B2B, quand on travaille avec des corpos, souvent les cycles de vente sont un petit peu plus longs. Mais ce qu'il faut réussir à craquer avec les corpos, c'est le rythme et c'est la cadence. C'est qu'eux ont des cycles de décision longs, mais vous devez être ultra réactif. Si vous répondez à leurs emails rapidement, si après chaque rendez-vous vous leur envoyez un compte-rendu, une synthèse de ce qui a été décidé, de quelles sont les prochaines étapes de la collaboration, etc., vous êtes vraiment proactif, hein, que vous managez en gros le projet, vous verrez que les décisions se prendront beaucoup plus vite. Il ne faut pas hésiter, faut pas attendre en fait le retour du grand groupe. Après chaque rendez-vous, faut vraiment envoyer du livrable et donner les prochaines étapes pour qu'ils se sentent guidés. Et après en B2C, bah, c'est pareil, il faut que ça reste simple. Il n'y a pas besoin de connecter, je ne sais pas si vous faites de la pub sur Facebook. En vrai, et que votre enjeu, c'est de collecter de l'adresse email et le numéro de téléphone de prospect. Ben, ce qui va être déterminant, c'est oui, comment vous allez paramétrer votre audience, mais c'est surtout qu'est-ce que vous offrez à cette audience pour qu'elle laisse ses coordonnées. Et si vous avez un bon lead magnet, ben, forcément, vous aurez beaucoup plus de coordonnées et ce sera beaucoup plus efficace. Donc moi je trouve que le growth hacking l'important c'est moins la technique un peu que le contenu de qualité qui va attirer les prospects. Donc essayez de les garder simples vos strats, surtout au début. Après, quand vous êtes en hyper croissance, que vous pouvez embaucher des gens, ça va se complexifier. Mais là, la presse est vraiment pour des entrepreneurs qui font du growth. Alors Paul, je me permets juste de t'interrompre pour la slide d'avant. On a des petites questions. Est-ce que tu pourrais détailler la partie CTA, comment, et aussi parler un petit peu de l'outil Wallaxy? Ouais, je vais parler des outils à la fin. Il y a celui-là qui est un outil, mais je vous ferai un peu une presse de tous ceux que vous pouvez utiliser. En gros, Ubersuggest, c'est génial si vous avez des calendriers édito à faire, si vous voulez faire de la pub sur Google ou si vous voulez faire des articles de SEO.
C'est qu'en fait, ça vous dit qu'est-ce que les gens cherchent sur Internet et si vous le faites bien, ça vous dira qu'est-ce que vos prospects et vos clients cherchent sur Internet. Et donc, vous saurez est-ce que c'est pertinent ou pas de faire du contenu SEO, SEA. Mais ça peut aussi servir si vous voulez faire un calendrier édito de qu'est-ce que je vais poster sur les réseaux sociaux. Parce qu'il va vous dire en fait ce que les gens cherchent sur Internet et du coup, vous pouvez faire des contenus sur ça, sur ces requêtes spécifiquement. Donc ça, c'est à partir du Burst Suggest, vous avez des idées de sujets, donc vous allez pouvoir faire des posts LinkedIn. Ensuite, dans les posts LinkedIn, souvent, ce que je faisais, c'était, je disais un peu un contenu et je disais aux personnes commenter pour le recevoir. Envoyez-moi une demande de connexion. Du coup, ça, c'était mon call to action, commente. Ce qui fait que après, j'avais une liste de tous les gens qui ont liké et commenté mes contenus, que vous pouvez importer avec Wallaxy ou avec Phantom Buster, qui est plus adapté pour cet usage-là. En fait, il va scraper les contacts de toutes les personnes qui ont interrogé avec vos posts. Et après, vous allez, depuis Phantom Buster, vous allez pouvoir envoyer un message du type je vais faire, tu as commenté ce post-là, voilà l'article que je t'avais promis. Par ailleurs, je vais faire un webinaire qui va aller encore plus loin sur ces sujets. Tu devrais t'inscrire. Et du coup, j'avais fait ça pour un post qui avait bien marché. J'avais 150 personnes qui s'étaient inscrites au webinaire. Et après, les 150 personnes, vous avez leur nom, prénom, adresse email. Et vous leur envoyez un mail pour leur proposer des coachings ou pour leur proposer du conseil en growth hacking, etc. Et comme elles sont qualifiées, puisqu'elles ont commenté votre contenu, ensuite elles ont lu l'article, ensuite elles sont venues au webinaire. Donc c'est des leads ultra chauds à qui vous pouvez pousser après un message plus commercial et ça convertira bien. Donc, voilà, Axie, Phantom Buster, c'est des outils qui globalement permettent d'automatiser toutes ces étapes. Et Calendly, c'est un outil qui permet d'automatiser la prise de rendez-vous. Donc, vous envoyez un lien Calendly à un prospect, il pourra prendre rendez-vous. Enfin, il aura directement accès à votre agenda et aux zones qui sont disponibles dans celui-ci. Et donc, il pourra booker des créneaux. Donc, c'est pratique parce que vous n'avez pas besoin d'échanger 30 messages pour savoir quand la personne est dispo. Donc, ça, c'est un bon outil aussi. Ça, c'est un exemple de strat, mais il y en a tout plein. Peut-être qu'on pourra parler en fonction de projet de strat qui serait adapté pour vous. Après, ça, voilà, je vous disais, mon dada, en gros, c'est vraiment le côté où on apporte de la valeur à chacune des étapes, à chacune des interactions avec le client. Du coup, j'ai repris un peu les étapes du funnel et les questions à se poser. En gros, pour faire du bon contenu, c'est pourquoi est-ce que votre audience elle va adorer votre contenu, pourquoi elle le lirait, c'est quoi la proposition de valeur. Il y a une citation de Bill Cachard, le CEO de Slack, du coup, qui en gros dit que quand on fait du marketing, on est censé aider son client. Si on veut bien vendre, il faut l'aider aussi. Et si on veut faire bien délivrer, avoir un bon produit, un bon service, pareil, il faut être dans cette posture d'aider l'autre. Et c'est vrai, c'est comme ça que ça fonctionne bien. Et globalement, à chacune des étapes du funnel que je vous ai décrit avant, c'est vraiment ça le truc à craquer. C'est comment je peux apporter de la valeur, comment je peux faire avancer mon prospect dans la résolution de sa problématique. Quand je l'appelle pour vendre mon produit ou mon service, comment je peux lui donner l'impression qu'en fait, je suis en train de l'aider, qu'on est en train d'engager une collaboration pour laquelle il va avoir un retour sur investissement, qui va servir ses intérêts, qui va le faire avancer dans sa problématique, etc. Et tout, même pour les emails de relance, dans les newsletters, tout ça, c'est ça qui fait grossir, qui va vous améliorer vos conversions. Donc ça, c'est des petites questions que vous pouvez vous poser pour vous-même, pour devenir bon en conversion. Après, pour devenir bon en contenu, puisque du coup, je trouve que ce qui convertit bien quand on veut vendre, c'est des contenus de qualité. Donc je vous recommande un peu des outils qui sont bien donc pour identifier des thèmes, des sujets qui sont intéressants. Donc Uber Suggest est très bien, Google Trends aussi est bien pour savoir un peu les tendances de ce que les gens cherchent sur Internet. SEMrush, je fais un peu la même chose. Demander à ses clients, c'est très bien aussi. Ça m'est arrivé j'aime bien le côté, on a des outils qui nous disent ce que les gens cherchent sur Internet. Mais j'étais très curieux aussi de savoir, mais en fait, concrètement, mes clients, mes prospects ou les startups que j'accompagne, elles veulent quoi comme contenu qu'est-ce que je pourrais produire comme article qui vont leur apporter de la valeur. Et du coup, ce que j'avais fait, c'est que j'avais un questionnaire avec, en gros, plein de sujets que j'avais repérés sur Uber Suggest, sur lesquels il y avait des bons volumes de recherche, donc je savais qu'il y avait du trafic qui était généré dessus. Et j'avais remis cette liste en gros à mes prospects, à mes clients, en leur demandant c'est quoi les sujets qui vous intéressent le plus dans cette liste. Et donc c'était bien parce que je pouvais derrière leur proposer des contenus qui étaient ceux qu'ils avaient choisis, qui étaient vraiment personnalisés et adaptés à leurs enjeux et leurs besoins. Donc ça permet d'avoir des contenus encore plus qualifiés, encore plus qualifiants pour les clients, plus adaptés. Et donc ça c'est, et voilà, et globalement le réflexe d'aller parler aux prospects, aux clients pour savoir
comment ils aimeraient que vous leur vendiez le produit ou le service. C'est un truc à mettre en place. Après, pour organiser votre création de contenu, bon, il y a des outils qui existent, mais globalement, Excel, c'est très bien pour faire des calendriers édito, vous mettre des deadlines, vous mettre des idées, des plans, des structures de comment vous allez agencer votre contenu, vos idées, vos sujets, qui sera responsable de la création de ce contenu. Vous pouvez déjà bien organiser avec ça. Si vous êtes entrepreneur, vous n'avez pas forcément le temps de créer des contenus super denses au début. Je vous recommande pas de passer 6 mois à créer un livre blanc quand on est entrepreneur. Du coup, je vous recommande de faire l'inverse de ce qu'on fait souvent en marketing. Et donc de commencer par des contenus très courts. Faites des posts LinkedIn, ça vous prend, c'est 15-20 lignes un post LinkedIn, c'est assez court. Et regardez quels sont les contenus qui marchent, qui ont le plus de commentaires, le plus de likes, le plus d'engagement, le plus de vues. Et puis un jour, vous allez peut-être, à force de publier sur LinkedIn, vous allez vous rendre compte qu'en fait, il y a des thèmes qui intéressent toujours votre communauté. Et pourquoi pas, du coup, vous mettez tous vos posts LinkedIn ensemble, vous les mettez un peu en forme, et ben, ça vous fait un premier article de SEO qui est un peu plus dense. C'est le cumul de plusieurs posts sur un sujet, une thématique. Après, vous vous rendez compte que l'article de SEO il a bien performé, qu'il y a du trafic qui est généré, que les gens remplissent les formulaires de conversion. Bah, pourquoi pas faire de cet article un webinaire où vous allez inviter un expert de la question. Et puis, quand vous avez fait 2-3 webinaires sur ce sujet avec du monde, bah, pourquoi pas aller compiler et puis compiler vos articles pour faire un livre blanc. Et du coup, faire des contenus de plus en plus longs. Et puis, pourquoi pas utiliser ces contenus pour faire, je sais pas, vous avez un lead magnet, vous avez collecté de l'adresse email, vous allez leur envoyer 4-5 emails pour leur apporter de la valeur, les éduquer sur leur problématique. Et ben, vous allez pouvoir vous servir de ces articles de SEO, de ces posts, de ces webinaires, de leur replay, de votre chaîne YouTube, du livre blanc que vous avez posté, etc., pour leur apporter de la valeur. Donc, avec le contenu, il faut être smart. Voilà. Quand on commence, du coup, c'est commencer avec des contenus petits pour aller vers des plus en plus gros. Et puis, c'est se poser la question de comment je peux le réutiliser au maximum. Comment, avec une idée, un contenu, je peux abonder tous les réseaux sociaux, tous mes canaux de vente, d'acquisition, mes sales, mes prêts, etc. C'est comme ça que vous allez enfin, que vous allez répondre à la question au problème de je suis entrepreneur, j'ai pas le temps de créer des contenus. Donc ça c'est un truc vraiment ce qui peut être assez clé. Après, si vous voulez gagner du temps sur la structuration de vos contenus, il y a un Canva qui est très bien qui s'appelle AIDA, qui est un acronyme du coup pour attention, intérêt, désir, action. Donc un Canva en 4 parties qui en gros vous dit comment structurer un post LinkedIn, comment structurer un article de SEO, même comment structurer une pub sur Facebook. Tout contenu marketing, même tout contenu de vente peut être structuré avec ce Canva. Donc il est génial parce que moi, vous ne posez plus la question de ce par quoi commencer. La partie attention, c'est comment j'attire l'attention de mon interlocuteur, la petite phrase un peu catchy. La partie intérêt, c'est quoi la problématique, le besoin utilisateur auquel je réponds, à quel point il est douloureux, à quel point c'est un obstacle, à quel point c'est handicapant, etc. La partie désir, c'est quoi la solution que vous avez trouvée pour y répondre, ses fonctionnalités principales, c'est quoi le retour sur investissement qu'on peut en espérer, la promesse, en quoi ça va être génial ce produit ou service, ça peut être génial pour répondre à la problématique. Et la partie action, c'est qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que le prospect peut faire pour devenir client, est-ce qu'il doit commenter, est-ce qu'il doit prendre un rendez-vous Calendly, est-ce qu'il doit laisser son adresse email, son numéro de téléphone, est-ce qu'il doit signer un devis, etc. Donc ce Canva, il est très bien, ça vous fait gagner du temps, ça vous aide à structurer. Et puis le dernier, c'est que j'ai déjà dit, c'est réutiliser tous vos contenus au maximum. Un autre truc qui est bien, du coup, ce serait l'inverse, c'est commencer par produire des contenus vidéo, genre là, un webinaire. C'est pratique parce que globalement, c'est plutôt l'intervenant qui bosse, vous récupérez un replay. Ce replay, vous pouvez l'optimiser en termes de SEO pour le diffuser sur YouTube. Vous pouvez le retranscrire par écrit pour faire un article de SEO. Vous pouvez couper cet article de SEO pour en faire des posts LinkedIn, etc. Vous pouvez en faire des livres blancs. Enfin, donc la vidéo, c'est pas mal aussi parce que comme ça peut devenir du texte, ça peut devenir du podcast aussi. Enfin bref, vous pouvez avec un replay de webinaire, globalement, vous pouvez abonder tout plein de canaux de distribution. Ça peut être intéressant pour faire de la croissance. Donc voilà. Après, le truc que moi je fétichise un petit peu en gros, c'est vraiment le test et le reporting. Et pour ça, du coup, il y a un truc vraiment important que vous pouvez établir dès maintenant, c'est à quoi vous mesurez la performance de votre produit ou de votre service. Et essayez d'avoir qu'un seul indicateur de performance. On sera content si
On a, je sais pas, tant de nos clients qui restent pendant 1 an ou 2 fidèles au produit ou au service. On sera content si on a tant de clients qui recommandent le produit ou service autour d'eux, et ainsi de suite. Et du coup, en fonction de cet objectif que vous allez vous mettre, qui sera l'étoile du berger, l'étoile du Nord, celle que vous allez suivre, va se décliner toute la stratégie. C'est pas du tout la même stratégie de croissance quand on se dit je veux avoir un maximum de 5 sur 5 sur Google Review. C'est pas du tout la même stratégie si vous vous dites je veux avoir un maximum de trafic sur mon site web. Donc à vous de voir en fait, de définir quel sera l'objectif principal. Et de là va se décliner une stratégie et globalement les meilleurs métriques, les meilleurs objectifs à avoir, c'est ceux autour de la satisfaction client. Moi, je trouve que l'un des meilleurs, c'est comment faire en sorte qu'un maximum de clients recommandent mon produit ou mon service autour d'eux. Parce que s'ils le recommandent, en fait, ils deviennent ambassadeurs de votre marque et du coup, ils seront eux-mêmes générateurs de croissance et de clients pour votre produit ou votre service. Et donc, ça crée une dynamique vertueuse où la croissance s'entretient d'elle-même. Le deuxième, le deuxième truc important en termes de tracking, etc., c'est de bien utiliser les dashboards. Il y a plein d'outils de tracking qui existent en fonction de votre strat. Si vous faites de l'ad sur Facebook, la régie Facebook va vous proposer des reportings, vous dire un peu comment vous performez. Galaxy, Google Analytics, Google Tag Manager sur votre site web aussi. Si vous ne l'avez pas mis en place, je vous recommande vraiment de mettre en place GA et GTM sur votre site pour pouvoir traquer un peu le trafic, qui vient sur votre site, sur quel bouton il clique et tout. Des CRM, il y en a plein, Salesforce, HubSpot qui vous permettent de faire du suivi client, de suivre vos conversions, Pipedrive, c'est bien pour les entrepreneurs. Et faites des reportings toutes les semaines. Et toutes les semaines, à la fin du reporting, posez-vous la question, enfin, dites-vous qu'est-ce qu'on a appris cette semaine, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, comment on peut faire en sorte que ça marche encore mieux. Et c'est cette partie un peu créative qui est intéressante quand on fait des reportings. C'est pas seulement s'intéresser au passé, c'est aussi se dire la semaine prochaine, voilà ce qu'on va tester, parce que d'après vos hypothèses, c'est ce qui va bien marcher. La troisième chose, c'est de travailler en sprint. Ça, c'est hyper important. Surtout au début, je trouve, c'est de se dire, cette semaine, on a envie qu'il y ait un maximum de nos clients qui nous recommandent autour d'eux. Et donc, on va en faire la priorité de la semaine. Et du coup, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour avoir un maximum de recommandations? Est-ce qu'on leur envoie des emails? Et dans l'email, qu'est-ce qu'on leur propose en échange? C'est quoi ce qu'on leur offre contre les recommandations? C'est quoi la bonne offre aussi à leur proposer? Si on leur offre de l'argent, est-ce que c'est vraiment intéressant? Est-ce que c'est pas plus intéressant de leur offrir des fonctionnalités en lien avec notre produit ou notre service? Est-ce que, posez-vous la question en fonction de votre activité, qu'est-ce qui pourrait être vraiment bien? Moi, je trouve qu'offrir de l'argent pour qu'un client vous recommande, c'est pas très intéressant. C'est beaucoup plus intéressant de se poser la question de qu'est-ce qui, dans mon produit ou dans mon service, apporterait suffisamment de valeur pour qu'un client accepte de nous recommander. C'est là que ça devient bien, parce que ça vous ramène à votre produit, à votre service, qui est en fait le truc essentiel pour votre projet. Et fonctionner en sprint, c'est aussi parce que ça vous donne un défi. On a 2 semaines pour, je sais pas, avoir 20 clients qui nous recommandent sur LinkedIn. Du coup, ça le rend hyper concret, et puis vous allez un peu vous donner un fond sur 2 semaines pour pour atteindre cet objectif. Et ça crée une émulsion, et c'est beaucoup mieux. Moi, le sprint là dont je parlais pour Creatis, où il y a 80 000 € de CA de commandes qui sont rentrées pour l'incubateur, c'était parce que j'avais une deadline. Je me suis dit, ok, en gros, j'ai 10 jours pour générer plus de 50 candidatures pour l'incubateur. Et donc, ça m'a rendu ultra productif. Et globalement, les 7 jours que j'ai passé, les 7 derniers jours de la campagne, je pense que j'avais genre 35 ou 40. Non, pardon, j'avais 70 appels de 30 minutes qui en gros remplissaient mon calendrier, et je les ai enchaînés comme ça toute la semaine. Et l'intérêt de fonctionner en sprint, c'est que vos 10 premiers appels, ils sont nuls, mais à la fin, quand vous en avez fait 70 en une semaine, les derniers, vous les convertissez tous. Et du coup, et vous verrez votre courbe de progression. Au début, après vos entretiens, vos échanges clients, vous allez noter vos prospects en mode est-ce qu'il est chaud ou pas. Vous allez avoir plein de prospects orange, rouge. Et puis au fur et à mesure, vous voyez qu'en fait, tous les prospects que vous avez eu au téléphone sont verts et ils ont tous souhaité acheter le programme. C'est assez valorisant aussi pour vous, c'est ultra motivant, le sprint. Et c'est comme ça que fonctionnent toutes les boîtes de growth et en général les missions de growth hacking.
Après, donc, le quatrième conseil, ça c'est sur la partie idéation. Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour améliorer la croissance, en générer plus? C'est intéressez-vous plus à la quantité d'idées que vous générez quand vous faites des brainstorms, plutôt que à la perfection de ces idées. Il vaut mieux tester des trucs très rapidement et voir si ça marche, et au pire se prendre un dash, que d'essayer de faire une strat parfaite et puis de trop la mentaliser et puis de mettre 2, 3 semaines, un mois avant de la tester. Moi, je suis plus dans la vélocité de, OK, on a une semaine, on se donne à fond, on teste, et puis bien sûr qu'il y aura un peu de casse, que on attend 3 mois avant de mettre en place et on essaie d'un peu idéaliser ce qu'on fera. Et puis, pour hiérarchiser ce qui marche pas, bah, c'est le reporting. Regardez ce qui fonctionne pas, demandez-vous pourquoi. Est-ce que c'est par manque de connaissances? Est-ce que c'est par manque de temps, par manque de moyens? Est-ce que c'est juste que la stratégie était inadaptée, etc. Et puis, légiférer, ça c'est vraiment important d'évacuer ce qui ne marche pas et de garder seulement ce qui marche et capitaliser sur ce qui marche. Si vous avez un levier de croissance qui fonctionne bien, ne faites plus que ce levier de croissance-là. Si sur Facebook Ads vous convertissez bien, bah, devenez expert Facebook Ads plutôt que de vous éparpiller sur Instagram Ads, sur YouTube Ads, etc., qui ont d'autres logiques encore. Tac. Là, je vous ai mis une liste sur laquelle je ne vais pas revenir, mais en gros, c'est en fonction de votre focus de croissance, sur quoi vous avez envie de mettre la prio, un peu les indicateurs de performance que vous pouvez suivre et traquer en fonction du funnel de Z3A. Je vous en ai mis tout plein, donc à vous de voir et essayer de vous dire, ah, cet indicateur de performance, il me plaît, c'est sur lui que j'ai envie de tout miser. Je reviens peut-être juste sur certains acronymes. Là, il n'y en a pas. Si, là, il y a NPS. NPS, c'est Net Promoter Score. En gros, c'est combien vos clients vous notent et combien de 0 à 10 ils sont prêts à vous recommander autour d'eux. Donc, il est intéressant cet indicateur de performance. Globalement, pour le connaître, c'est un questionnaire de 10 questions que vous devez envoyer à vos clients. Il est intéressant parce que ça pose la question de est-ce que vos clients actuels recommandent votre marque autour d'eux et est-ce qu'ils seraient prêts à le faire. Ça prépare le jour où vous allez leur envoyer un mail en leur demandant effectivement de vous recommander. Donc il y a celui-là qui est un acronyme. Après ROI, bah, ça c'est le retour sur investissement de votre strate de croissance. C'est combien j'ai dépensé pour avoir un client, combien il m'a rapporté. Ça c'est une question importante. Et notez tout, notez votre temps de travail, notez les outils d'automatisation, notez si vous avez fait de la publicité, combien ça vous a coûté pour attirer ce client, combien d'heures vous avez passé avec lui, tout ça, il faut le pricer pour savoir si c'est vraiment rentable et si oui, à combien ça l'aide, enfin à combien ce client l'est. Le LTV, donc ça c'est la durée de vie de vos clients, en gros c'est combien est-ce qu'un client, enfin combien de temps un client reste utilisateur du produit ou du service. C'est plus un indicateur de rétention. Donc c'est Customer Lifetime l'acronyme. Et après, les deux autres acronymes qui peuvent vous échapper, c'est MQL. En gros, ça c'est Marketing Qualified Lead. En gros, c'est est-ce que les leads que vous avez générés grâce à votre lead magnet, par exemple, sont bien qualifiés? Est-ce qu'ils sont faciles à convertir en gros? Est-ce qu'on a les données nécessaires pour en faire des clients? Et MQL to SQL, donc SQL c'est Sales Qualified Lead, donc c'est en gros, est-ce que les prospects qu'on a trouvés qui étaient bien pour l'équipe marketing ou pour vos actions marketing sont bien aussi, deviennent des bons clients en gros? Est-ce qu'ils sont générateurs de vente? Bon, ça c'est un indicateur un peu plus spécifique, généralement quand on est entrepreneur, on s'y intéresse moins, c'est plus pour des équipes de growth, mais au moins vous saurez qu'il existe. Tac. Et là-dessus, tous sont. Donc, il n'y a pas l'acronyme à part le CPC, ça c'est le coût par clic. Donc c'est combien ça vous coûte d'euros de générer un clic sur votre site web par exemple, ou sur une publicité. Voilà, globalement ces indicateurs, ils sont tous en place sur les outils qu'on utilise pour faire du growth. Donc, vous allez les retrouver et puis là vous saurez un peu ce qu'ils veulent dire du coup avec ces tableaux. Tac. Et après, je vous parlais des reporting hebdomadaires, de l'importance d'en faire. Ben là, je vous donne un peu une trame type que vous pouvez compléter avec bah, voilà ce que vous mettez en place à chacune des étapes du funnel, voilà à combien ça convertit, et voilà à quoi, enfin, quelle est la valeur de notre objectif, qu'est-ce qu'on veut atteindre pour la semaine prochaine, et vous pourriez même ajouter une colonne pour atteindre cet objectif qu'on s'est fixé, voilà ce qu'on mettra en place pour le prochain sprint, une colonne un peu plus idéation, et qu'est-ce qu'on va faire pour faire mieux. Tac. Et puis après, il y a les tests stratégiques. Là, je vous ai donné un exemple de tableau. Si vous ne savez pas quel est le canal d'acquisition, donc comment faire en sorte de générer un maximum de trafic sur votre site web, par exemple.
vous allez pouvoir tester plusieurs choses. Vous allez faire du SEO, du SEA, du LinkedIn, de l'ads sur Facebook. Vous allez détailler, voilà ce qu'on a mis en place sur chacun de ces canaux. Voilà le retour sur investissement. Voilà le nombre de leads qui sont arrivés et voilà combien ont été convertis en prospects, voilà combien ça a rapporté. Et ça vous permet de savoir. Et vous testez chacun de ces canaux pendant 2 semaines. Et au bout d'un mois, vous saurez quel est le canal qui a le mieux performé. Et vous direz, OK, on a mieux performé sur Facebook Ads. Globalement, ça nous a rapporté plus de chiffre d'affaires pour des coûts moins forts que sur les autres canaux. Donc, on va faire que de l'Ads Facebook. Et mais ça peut se faire, là, c'est à l'échelle de canaux qui a une grande dimension. Ça peut aussi se faire sur des campagnes Facebook. Hein. En fait, on a mis à la place de canal, vous auriez campagne Facebook et vous auriez, je sais pas, tous vos visuels, tous vos éléments de langage que vous avez mis dedans, tous les lead magnets que vous avez testés, et vous auriez, quelle est la conclusion, quels sont les lead magnets qui ont mieux converti, quelles sont les phrases et les punchlines qui ont rapporté le plus de prospects, etc. Et donc ça peut aller vraiment en filigrane, ça peut vraiment être ultra précis ces reporting. Une fois qu'on a validé son canal, on va plutôt valider le contenu, on va devoir valider ses campagnes, et puis générer de nouvelles idées de campagne, et puis les tester constamment, voir ce qui convertit. Et une fois qu'on a tout ça, qu'on a un peu mis en place sa première strat et qu'on a vu qu'il y a des choses qui marchaient, il y a plein d'outils. Moi, c'est ce que je vous recommande personnellement. Si vous êtes plutôt sur du LinkedIn, la version premium de LinkedIn, elle est géniale parce que vous pouvez aller chercher des personnes ultra précis. Et si vous les connaissez bien, vraiment, cet outil peut être. Le Sales Navigator peut être génial pour aller trouver des clients. Couplé à Wallaxy qui permet d'automatiser à partir de listes de prospects, c'est le Graal. Puis Wallaxy coûte 50 € par mois, le Sales Navigator 90, donc 140. Et franchement, ça amortit très très vite 140 € par mois, c'est pas grand chose. Si vous avez un client qui vient de ce canal-là, en général, c'est déjà hyper intéressant et rentable. Crystal Knows, c'est une IA qui analyse les profils LinkedIn de vos prospects, de vos clients, qui va vous dire comment est-ce qu'il le prospect ou le client aime qu'on lui adresse la parole, quels sont les arguments auxquels il va être sensible, etc. Ça peut aider sur la partie commerciale. Outsuite, c'est un outil qui fait des reportings sur tous les réseaux sociaux, donc ça centralise un peu toute la data. Si vous êtes présent sur Insta et Facebook, mettons, ça vous fera des reportings un peu tout fait des contenus qui ont les mieux marché et tout. Bien que je ne vous recommande pas d'être trop éparpillé sur les différents réseaux, à moins que vous soyez déjà une grosse boîte. Avec des employés et tout. Phantom Buster, je vous en ai parlé, il est bien Phantom Buster pour automatiser aussi des actions, pour scraper. Il a plus de fonctionnalités que Wallaxy. Wallaxy, c'est automatisation de demande de connexion, automatisation de messages. Phantom Buster, ce qui est bien, c'est que vous pouvez globalement scraper beaucoup plus de choses. Vous pouvez scraper des inscrits à un événement LinkedIn, vous pouvez scraper des gens qui ont commenté, liké. Vous pouvez scraper même depuis d'autres réseaux que LinkedIn, donc ça vaut le coup si vous faites du Facebook par exemple, d'utiliser Phantom Buster. Et Twilio, ça permet de créer des messages vocaux. Ça se fait pas mal en gros en ce moment où vous pouvez laisser des messages vocaux un peu automatisés à vos prospects pour donner l'impression que vous lui faites un message un peu personnalisé. Et c'est pas trop utilisé, donc ça peut vous permettre de vous différencier. Et puis quand on entend la voix de l'entrepreneur, ça peut rassurer le client. Après, si vous êtes plutôt sur du SEO et du SEA, donc je vous ai parlé du Bar Suggest et de SEMrush. Dans le même genre, il y a Grossbar qui est bien aussi. Qui globalement vous dira si votre article est bien optimisé. Un point .fr, c'est pour optimiser la sémantique de vos articles. C'est un outil un peu de technicien de SEO, mais si vous voulez faire du bon SEO, cet outil est cool. Et puis PageSpeed Insights, c'est pour ce que prend en compte l'algorithme de Google, c'est pas seulement la qualité de vos contenus et à quel point vous allez positionner correctement sur des requêtes cibles, c'est aussi la qualité de l'expérience utilisateur. Et globalement, PageSpeed Insights, ça fait des audits de votre site, ça vous dit si c'est bien optimisé. Il vous donne souvent des quick wins, des trucs que vous pouvez mettre en place rapidement pour savoir si le SXO est bien sur votre site. Le troisième canal sur la partie emailing. Attendez, j'ai un tel. Non. Sur la partie emailing, il y a WebScraper qui est très bien pour scraper des emails. Bien que personnellement, avec les nouvelles normes RGPD, je préfère passer par LinkedIn et scraper les emails de personnes qui ont accepté mes connexions. Puis généralement, ça convertit mieux que scraper des emails sur des sites, mais WebScraper existe quand même. Lemlist, à partir de listes de prospects, vous pouvez automatiser et personnaliser des séquences d'emails.
Ça vous fera des dashboards aussi, ça traquera la donnée, ça vous dira si ça convertit. Drop Contact, si vous avez déjà un CRM, vous pouvez enrichir la data de vos prospects, de vos clients grâce à Drop Contact. Si vous voulez faire des programmes de référents, il y a plein d'outils qui existent, mais Viral Loops est bien pour faire des programmes d'ambassadeurs et faciliter le partage sur les réseaux sociaux de vos prospects clients. Côté site web, il y a l'adbot, il y a Crisp aussi qui est bien pour créer des bots et des chats sur votre site et puis faire en sorte que le trafic qui arrive sur votre site, éventuellement laisse ses coordonnées, soit conseillé par le bot et puis c'est une manière déjà de le démarcher. Hotjar, c'est pas mal pour faire des cartes de chaleur, donc savoir qu'est-ce qui sur votre site convertit bien, où est-ce que les gens s'arrêtent particulièrement longtemps, donc les contenus qui vont être de qualité, qui vont être lus, et à l'inverse, les paragraphes de votre site, enfin les blocs, qui n'intéressent personne et sur lesquels personne scrolle. Et AppSumo est bien pour créer des formulaires, puis pour traquer les conversions sur ces formulaires. Il y a d'autres fonctionnalités AppSumo qui sont pas mal. Pour les quiz notamment, enfin tout ce qui est lead magnet, globalement, vous pouvez le faire avec ça. Et puis, si vous voulez connecter un peu tous ces outils ensemble, notamment en lien avec votre funnel des A3R, il y a l'outil Zapier qui est bien, qui permet de faire des ponts entre tout ça. Et puis, s'il y a des tâches vraiment simples, n'hésitez pas à recruter des alternants, des stagiaires qui pourraient les faire à votre place, c'est important aussi. Ou globalement, essayez d'apprendre à travailler avec d'autres personnes le plus tôt possible dans votre projet d'entreprise. Et puis, si vous avez besoin de missions, si vous avez des missions ponctuelles, Fiverr est bien aussi pour. Globalement, c'est des freelances qui, pour 5 euros, peuvent faire des micro-tâches. Donc, ça peut être pas mal aussi pour ça. Ouais. Tac. Ensuite, il me reste combien de temps? Ok, je sais pas s'il y a des. Je pense qu'il n'y a pas de questions à ce stade-là, j'ai rien entendu en tout cas. Tac, cette slide-là n'est pas forcément intéressante, je vais avancer. Là, je vous ai mis un exemple de script commercial que j'avais pas mal utilisé, qui marchait bien, mais vous pourrez le lire. Et ouais, après, je voulais faire un petit focus sur la rétention et sur le referral. C'est un peu le truc qui m'intéresse en ce moment. Donc, les deux dernières étapes du funnel de Z3R qui sont hyper importantes. Je vous disais, jusqu'à 40% de vos revenus viennent de vos clients actuels. Et ça, c'est fou. Ce qui veut dire ce qui veut dire plusieurs choses. C'est une, il faut savoir les retenir. Comment on fait en sorte que le produit ou le service il s'inscrit dans une récurrence, que le client en ait toujours besoin, qu'il en ait besoin le plus souvent possible, tous les jours, idéalement, qu'il en ait besoin le plus longtemps possible, non pas 1 an, 2 ans, mais 3 ans, ce qui implique de faire évoluer le produit aussi, forcément. Et... Ouais. Désolé, je suis dans un cowork. Et donc, comment faire en sorte de le retenir? Et globalement, pour être bon en rétention, c'est essayer de réduire au maximum les efforts qu'il a à faire pour accéder à votre produit ou votre service. Par exemple, l'onboarding est ultra important. Quand on remet le produit ou le service, comment on fait en sorte qu'il ne soit pas perdu? Est-ce que le produit est intuitif ou est-ce qu'il y a besoin de formation, de tutoriels, de foire aux questions, d'un échange, d'une introduction, etc. L'onboarding est assez clé. Donc posez-vous aussi la question, qu'est-ce qu'on met en place? Est-ce que quand le client reçoit le produit ou le service, est-ce qu'il sait quoi en faire? Généralement, non. Donc, il a besoin d'être accompagné sur ça. Pour devenir bon en rétention, je vous ai mis quelques conseils un peu simples. Le premier, c'est un truc que font plein de boîtes maintenant, c'est avoir des boards de conseillers qui sont des clients ou des utilisateurs. Donc, en gros, une fois par mois, vous leur présentez un peu, voilà le produit ou le service, comment on va le faire évoluer, qu'est-ce que tu en penses, est-ce que tu as d'autres idées pour qu'on puisse te satisfaire davantage. Ça, c'est pas mal, ça crée un rapport direct avec vos clients en plus, puis ça les fidélise. Et puis vous avez des retours cash, quoi. Ça, c'est intéressant pour itérer. L'upselling, c'est vous avez vendu vos produits à vos clients, mais est-ce qu'il n'y a pas des fonctionnalités, d'autres besoins qu'il a auxquels vous pourriez répondre pour lui vendre plus, pour lui vendre davantage de choses. Pour faire de la rétention, toujours collecter au maximum les feedbacks de vos clients, faire des entretiens clients, faire des typeforms, utiliser SurveyMonkey, envoyer des questionnaires de satisfaction après chaque échange. Ça, c'est vraiment pour craquer la data et la connaissance client. Intercom, ça permet de chatter facilement avec ses clients, mais bon, c'est une solution payante, donc à ce stade-là, c'est en fonction de votre maturité, c'est plus ou moins adapté. Les CRM, si vous n'en avez pas, donc un outil qui vous permet de faire le suivi de votre relation client, utilisez-en un. Moi, pour Creatis, je n'avais pas le temps j'aurais pu, mais j'avais pas forcément le temps de négocier pour qu'on en ait un, et puis pour 2 semaines de campagne, ça valait pas le coup. Du coup, j'avais juste un Excel sheet où en gros, j'avais toutes les coordonnées des prospects, et je leur avais mis des notes, et j'avais mis leurs besoins pour savoir en gros si je dois les rappeler ou leur envoyer un mail, voilà de ce dont je pourrais parler pour leur apporter de la valeur. Donc ça peut être aussi très basique, ça peut être un Excel bien organisé.
Ça peut être un Airtable aussi. Crisp, ça permet donc de créer des bots sur votre site pour engager la conversation avec le trafic. Ça peut être pas mal pour collecter aussi des avis sur votre site. Et puis de la newsletter, des contenus qui apportent de la valeur globalement pour retenir le client. Collecter de la data, segmenter, scorer, personnaliser, bah, voilà, très important. Plus vous en savez sur votre client, plus vous allez pouvoir lui proposer des contenus, des stratégies, un produit ou un service qui sera ultra adapté pour lui. Et puis, pour devenir bon en rétention, la vraie question à vous poser sur votre produit ou votre service, c'est quelle fonctionnalité me permettrait de montrer dans un quotidien client et de prolonger la durée de vie de ce client. On n'a pas forcément la réponse quand on lance son premier produit ou sa première fonctionnalité sur le marché, mais assez vite, ce qui fera que votre entreprise deviendra viable, c'est votre capacité à répondre à cette question. Et je pense que c'est la dernière slide avant quelques exemples, quelques questions. Le referral, je pense que je ne vais pas avoir le temps, sinon je vais être obligé de squeezer vos questions-réponses et je serais assez curieux d'en savoir plus sur vous. Donc je vous ai mis, pour le coup, celui-là n'est pas synthétisé du tout sur cette slide, donc vous avez accès globalement au conseil de Andrew Chen, qui est un peu qui est un expert très reconnu en growth hacking, qui vous explique comment faire un bon programme de recommandation client, quelles sont les questions à se poser. Donc, vous pourrez lire la slide, elle est assez, ce qu'il a proposé est ultra quali et fonctionne très bien. Tac. Et puis des exemples de strat que j'ai mis en place, sur lesquels je reviens très très brièvement. La pyramide de contenu chez Skoola, bah, ça c'est ce que je vous disais, en fait j'étais tout seul pour alimenter une chaîne YouTube, un podcast, des articles de SEO, des livres blancs, un Notion avec plein de formations, les webinars, etc. Et en fait, comment je pouvais faire tout ça, bah, c'était avec la pyramide des contenus. On a créé un contenu, bah, on va le mettre sur toutes les plateformes, dans tous les médias possibles, et ce qui permettait d'abonder, d'être présent partout. Donc ça, je vous le recommande. Le deuxième, donc pour Creatis, l'automatisation de la vente. Donc en gros, voilà, j'avais 2 semaines pour générer un maximum de clients, etc. Et donc la strat était très simple, j'avais repéré en gros des profils d'entrepreneurs qui étaient particulièrement adaptés pour notre programme, donc plutôt entrepreneurs dans le secteur des médias. J'avais automatisé des envois de demandes de connexion à ces personnes, je leur avais automatisé des envois de messages dans lesquels je leur expliquais en gros en quoi le programme était parfaitement fait pour eux, en quoi ça répondait parfaitement à leur problématique d'entrepreneur, avec un lien calendrier vers mon agenda. Les personnes qui prenaient rendez-vous, après je faisais 15-30 minutes d'appel sur Google Meet avec la personne pour qu'elle m'explique quel était son objectif en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce qui était particulièrement difficile pour atteindre cet objectif. Je notais tous les problèmes, je lui disais, je reprenais chacun des problèmes en lui disant en quoi spécifiquement le programme répondait à ses besoins. Après, je lui parlais du prix. Ensuite, je lui gardais des arguments pour valoriser le programme. Et après, la personne, généralement, à la fin, en tout cas, me disait les planètes sont alignées, c'est où je peux me contacter. Je lui expliquais que j'allais la suite de la procédure, je vais t'envoyer un email, tu vas candidater et puis on reviendra à toi. Et après, j'envoyais l'email de closing. Généralement, je repointais des problématiques qu'elle m'avait données et en me disant ce besoin et ce besoin dont on n'a pas pu échanger, il se trouve que justement, on va lancer ça dans le programme l'année prochaine, etc. Ça va m'intéresser un peu pour continuer à apporter de la valeur. Et ça closait bien. Après, sur des exemples, je vous ai mis des liens vers des posts LinkedIn que j'avais fait qui ont bien marché, qui ont rapporté pas mal de CA. Il y en a un de mémoire qui est celui que j'ai posté cet été, qui en gros m'a permis de générer 45 000 euros de commandes, où en fait je faisais une sorte de restitution de mon parcours ces 3 dernières années, en incitant les personnes qui lisaient à me proposer d'autres projets et tout, qui a bien fonctionné. Et le deuxième, c'était je partageais une stratégie de growth, en l'occurrence celle que j'avais faite pour Creatis, qui a fait 150 000 vues, 1500 commentaires. Il y a eu 150 personnes au webinaire que j'ai fait à l'issue de ce post. C'était une bonne strat. Et puis le dernier sur la rétention et l'upsell. Ça, c'est un client que j'ai actuellement. En fait, on part sur une mission growth et après, c'est se poser la question, qu'est-ce que je peux lui proposer de plus maintenant qu'on a fait cette mission stratégique pour structurer l'équipe. Est-ce qu'il n'y a pas besoin de formation? Est-ce qu'il n'y a pas besoin de recommandations? Est-ce qu'il n'y a pas besoin de quelqu'un qui orchestre le travail avec les prestataires, etc. Donc, c'est trouver un peu où est-ce que vous pouvez continuer à vous placer dans le quotidien du client. Et pareil, ça permet de bosser sur du plus long terme avec eux. Voilà.
pour les petits exemples, je suis allé super loin. Je vous ai mis des refs aussi de médias, de podcasts, d'influenceurs que vous pouvez suivre en growth hacking. Et maintenant, je suis à votre dispo pour mes questions. Merci beaucoup, Paul. Avec plaisir. Bon, je suis un Euh, peu pas dans les plans, mais ça va. ouais, bah bien joué. C'était pile poil 1 heure. Ouais, n'hésitez pas à poser vos questions. J'ai juste loupé une question d'Elisa là, qu'il a mis dans le chat. Elle te demandait si tu as des applis à prioriser en tant qu'indépendante solo, sans revenu pour l'instant. Alors, en vrai, si t'as pas de revenus et que c'est vraiment que tu peux pas mettre ne serait-ce que 50 euros par mois dans ton acquisition, c'est pas très grave, c'est juste il faut que tu délimites très très précisément ton persona. Euh, En gros, en fait, les outils d'automatisation, ils sont intéressants si tu veux toucher 1000 personnes en 3 jours, tu vois. Mais si tu sais exactement qui est ta cible, tu peux aussi tout faire à la main. D'ailleurs, c'est intéressant au début. Moi, avant toute campagne d'automatisation, je stocke plein de profils. En gros, je vais taper plein de mots-clés sur LinkedIn, mettre des critères de recherche, des paramètres. Et puis, je vais regarder, je sais pas, 10, 20, 30 profils, regarder un peu c'est quoi les intitulés de poste, quels sont, est-ce qu'ils créent des contenus, est-ce qu'ils sont actifs, ils ont fait quoi comme école, etc. Je vais essayer vraiment de comprendre qui ils sont, et puis ça va me donner plein d'idées en fait pour les contenus, les strats et tout. Et puis en fonction. Enfin ouais, et du coup, ça peut être vraiment fait à la main. Et après, tu leur envoies une demande de connexion, tu leur envoies un message personnalisé. En vrai, c'est pas plus mal, hein, parce que plus c'est personnalisé un message, plus la personne sent que tu as vraiment regardé son profil et que tu sais ses besoins, plus il y a de chances qu'elle te réponde et que tu la convertisses. Donc, ouais, il faut faire attention aussi à ça, parce que c'est souvent le cas. Les entrepreneurs, ils veulent automatiser avant d'avoir compris à qui ils s'adressent. Donc, ça, c'est un truc. Enfin, Elisa, c'est pas plus mal d'avoir pas de moyens, euh, parce que ça va te forcer à faire du sur-mesure et à vraiment soigner tes messages. Et après, tu sauras, le jour où tu voudras automatiser, tu sauras exactement comment faire, quoi. Tu auras déjà les bonnes pratiques. C'est bon à Mais savoir, sinon, merci. si tu veux, enfin, t'as pas besoin du Sales Navigator en vrai en tant que freelance pour prospecter. Juste Wallaxy, c'est pas mal quand même. Parce que, tu vois, si moi c'était mon cas, je voulais donner des cours. C'était un peu mon objectif, donner un cours à des maximum d'écoles, un maximum d'écoles entre mars et juin. Et du coup, automatiser était très pratique parce que je pouvais vraiment adresser toutes les écoles de Paris en une après-midi. Et c'est intéressant aussi. Mais c'est pas obligatoire. Et j'avais quand même stocké plein de profils avant pour faire du sur-mesure au maximum. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'outils si je suis toute seule, quoi. Non, franchement, non, il vaut mieux commencer sans outils. Ok, parce que moi, savoir. J'avais une petite question en lien avec ça aussi. Au début, tu disais, tu parlais vraiment comme stade d'avancement pour se dire qu'à partir de ce stade, on peut commencer à vraiment s'intéresser au growth hacking. C'était le product market fit. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une notion d'avoir bien cadré et processé son canal d'acquisition? Parce que je me dis, en fait, si on s'intéresse vraiment au growth hacking et qu'on a d'un coup une énorme demande qui arrive, il faut être capable aussi de l'absorber derrière et d'avoir Ouais. suffisamment processé au risque de décevoir un petit peu aussi ceux qui sont en demande et de ne pas pouvoir gérer toute la... Comment ça d'avoir. C'est un peu le revers du succès. Disons, là, Ouais, c'est si je devais avoir peur d'avoir trop de clients, entre guillemets, ouais, si, je sais pas, je fais un post, bah, par exemple, comme celui que tu as pu faire cet été, où tu nous disais, derrière, tu as eu énormément de demandes. Si tu ouais. n'étais pas en capacité aussi d'absorber toute cette demande ou de répondre à toutes les Ouais. personnes qui te contactent derrière, Alors, en ça peut fait, créer ouais. des déceptions. Ouais, c'est des hacks, hein. En vrai, toute personne qui a envie d'acheter votre produit, votre service, à qui vous dites c'est pas possible, ben, la première question c'est est-ce qu'il n'y a vraiment aucune manière de générer des revenus grâce à ça? Parce que Mm. tu vois, il y a plein de clients que je peux pas prendre, mais que je vais passer à quelqu'un contre une commission. Donc enfin, après, Oui. faut essayer de trouver des manières de. Enfin, si vous ne pouvez pas vraiment pas traiter la demande, ben est-ce que je peux être apporteur d'affaires? Alors là, tout de suite, je ne peux pas répondre à votre besoin, mais est-ce qu'il y a un truc pas très chronophage que vous pouvez lui proposer en attendant, ou alors le Mm. maintenir au choix du coup?
contenu. Bon, c'est vrai que c'est pas toujours possible. Mais moi, quand les fois où ça m'est arrivé, c'était soit un système de commission plus apporteur d'affaires, Ok. et sinon, c'est faire des listes d'attente. Ça crée de la désirabilité. Du coup, Mm. par exemple, il y a plein de boîtes qui proposent de faire bêta-tester leurs produits, leurs services, et puis qui vont avoir, je sais pas, 300 inscrits, mais c'est impossible de faire bêta-tester à 300 personnes. Donc ça va créer des listes d'attente. Après, il faut les maintenir au chaud, il faut leur proposer des Mm. emails, des contenus, des webinaires, un truc Ok. qui garde leur intérêt. Et puis, au pire des cas, si dans 3 mois ils ont changé d'avis, c'est pas grave, ces contenus ils sont là et ils pourront être valorisés pour d'autres prospects plus tard. Euh, Oui, ça reprend un petit peu et le truc puis, de l'urgence et de la rareté dont tu parlais tout à l'heure ouais. aussi. Ok, ok. Ça marche. Bah écoute, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de monde qui a dû filer.